prenons 4 entrepreneuses. Elles sont enceintes, elles sont dans une même pièce. Tu vois, d'un point de vue humain, elles vivent la même expérience de grossesse. Mais tu vois, bizarrement, à cause du statut, elles vont pas toucher la même chose. Hey hey! Allez, si vous écoutez La Matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la patrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast La Matrescence se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Je sais, le titre fait peur et c'est fait exprès. On a été biberonnés depuis une décennie par la liberté qu'offrait l'entrepreneuriat au féminin, avec des codes de girl boss, avant de s'intéresser 10 ans plus tard en profondeur aux impacts économiques et sociaux que pouvait avoir ce statut pour les femmes et plus précisément les mères. Dans cet épisode, Estelle Bi, avocate spécialisée en entrepreneuriat au féminin, vous explique l'importance du statut de votre entreprise et des protections qui en découlent. En mettant un pied dans ce monde génial mais tout aussi difficile de l'entrepreneuriat, on omet souvent de regarder sur le long terme les répercussions de nos choix, surtout en tant que femme. Et on fait parfois l'impasse de s'éduquer sur l'aspect financier de notre secteur. Avoir un enfant, je ne vous apprends pas que ça bouscule aussi notre vie pro et ça donne parfois l'envie de prendre notre envol pour se lancer à son compte en sortant du salariat. Mais est-ce que c'est une si bonne idée que ça ? Estelle est très claire sur les problématiques qu'engendre la micro-entreprise, mais aussi les effets d'une pause maternité lorsqu'on prend son congé maternité. Il faut être prête à connaître les risques et surtout apprendre à anticiper et voir cette vie d'entrepreneuse comme un choix de famille pour celles qui sont en couple et non comme une décision unilatérale parce que, je vous l'ai dit, elle a des répercussions. Faites passer, s'il vous plaît, cet épisode à toutes vos copines qui se sont lancées dans ce monde extraordinaire mais tout aussi complexe de l'entrepreneuriat. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Estelle. Bonjour Clémentine. Bienvenue dans le podcast de La Matrescence. Merci. Moi, je suis très contente que tu me reçoives sur le podcast, en tous les cas. Ah ouais, moi, j'ai hâte d'avoir cette conversation parce que je sais qu'elle va aider plein de femmes, qu'elle est utile. Et ma première question, c'est pourquoi tu as voulu devenir avocate ? Alors, c'est pas une vocation. Okay. Tu vois, parce que je pourrais te dire, non, mais en fait, j'ai toujours voulu faire ça. Tu sais, t'as toujours, tu sais, sur les métiers un peu comme ça, pour défendre des causes et tout. Parce que je pense qu'il y a une nature profondément généreuse et un peu altruiste, en fait, dans cette typologie de métier. Moi, c'était pas du tout ça. Moi, je suis un peu tombée dedans par hasard. En fait, moi, je suis première génération d'enfants immigrés, en fait, donc je suis née en France. Mes parents sont arrivés donc en France en 79. Et après, si tu veux, il fallait absolument réussir à l'école. Donc voilà, moi j'ai fait des études quand même relativement prestigieuses. J'ai fait Louis Grand et après j'ai intégré la fac à Assas. Et donc après, c'est faire des bons métiers parce que enfant d'immigrés. Voilà, donc c'est pour ça que je suis devenue avocate et au final c'est quelque chose qui me plaît profondément aujourd'hui. Ah oui, tu penses que c'est
la pression familiale, parce qu'il y a cet héritage et les risques que tes parents ont pris pour venir et changer de vie, fait que ça donne une impulsion pour la carrière pour les enfants de première génération. Ouais, pour moi, oui. Enfin, je sais pas si toi, tu as eu l'occasion d'en interviewer, mais il y a quand même c'est une pression, mais après, c'est à toi derrière de trouver un peu ta voie et conseiller les gens, aider les gens. Au final, tu vois, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, au final, je suis plutôt contente. Surtout qu'au niveau de ma carrière, en fait, j'ai fait un moment un saut en entreprise. Donc j'ai fait au début de carrière en fait 6 ou 7 années donc dans un cabinet et après je suis partie côté entreprise. Donc là forcément tu conseilles le codir, le DG, donc là c'est très très cool aussi. Donc mais c'est d'autres problématiques et aujourd'hui je me suis remise à mon compte et j'aide plus précisément donc des entrepreneurs avec un E ou bien des entrepreneuses. Donc je sais pas, ça dépend si tu veux dire entrepreneuse ou entrepreneur avec un E. Voilà. Et quand tu es devenue avocate, tu as tout de suite voulu aller dans l'aspect business juridique et dans la structuration des sociétés ou c'est venu après ? Oui, alors j'ai un rapport un peu particulier par rapport à ça. En fait, ce qui était relatif au pathos me gênait profondément. Tu vois, typiquement, gérer du divorce avec des couples qui doivent en fait un peu, en fait, qui se tapent dessus et les pleurs, le rôle un peu de psy. Très bizarrement, en fait, c'était pas quelque chose de prime abord qui pouvait m'intéresser. Et moi, c'était pas du tout ça que je veux faire. Mais après, je pense que après, c'est très drôle parce que maintenant, je me rends compte que aujourd'hui, en aidant des entrepreneuses, je me retrouve en fait souvent dans des histoires aussi de famille. Donc, de ce qui se passe dans le couple, de comment, s'ils ont des projets d'enfants ou pas, parce que clairement, il y a des impacts sur leur manière d'entreprendre, sur le rythme qu'elles doivent donner à l'entrepreneuriat en fait qu'elles vont mettre en place au final, hein, parce que c'est un peu en fonction de ce qui se passe chez toi. Et je me retrouve finalement un peu rattrapée par la première idée de pas vouloir les aider et de pas connaître leurs histoires en fait personnelles, parce qu'il y a un sujet, c'est que quand tu entreprends, au final, c'est gagner des sous pour pouvoir bien en vivre, mais sur la partie personnelle. Voilà, donc c'est pour ça que c'est assez... moi, je trouve ça assez intéressant et je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu fait la paix par rapport à ça et c'est pour ça que aussi, et par ailleurs, que je trouve en réalité hyper important parce que tes motivations quand tu entreprends, en fait, qu'est-ce qu'elles sont au final ? C'est de peut-être mieux travailler dans des meilleures conditions pour pouvoir mieux profiter de la vie avec tes enfants, ton mari, etc., etc., etc. Voilà. Du coup, tu as été gratter derrière l'humain. Exactement. Mais je pense qu'en fait, tu es meilleur avocat quand tu vas gratter l'humain. Tu vois, c'est pas parce qu'il faut que tu comprennes les motivations profondes de ton client. Sinon, je pense que tu comprends pas au final ce qui se passe chez ton client, quels sont ses enjeux. Qu'est-ce qui est intéressant en fait au final pour elle ou pour lui, et au final j'ai fait la paix avec la partie un peu plus humaine du métier au final. Pourquoi est-ce que tu as fait ce gap une fois que tu es partie de l'entreprise dans laquelle tu travaillais, de te mettre à ton compte et de te spécialiser dans l'entrepreneuriat au féminin ? Ok, alors ça c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, moi, je suis avocate d'affaires. Et pour être plus précise, en fait, je faisais tout ce qui était M&A, rachat d'entreprise, restructuration d'entreprise, levée de fonds. Donc là, aider des start-upers à lever des millions pour que derrière, en fait, ils puissent travailler sur leur projet pendant X temps. J'ai fait tout ce qui est fusion, des opérations quand même assez lourdes. Et en fait, je me suis posé un moment la question de savoir, en fait, c'est hyper bizarre, ça fait 10 ans que je travaille. Comment ça se fait que je n'ai jamais aidé de femmes ? En fait, j'avais jamais eu de clientes, avec un E évidemment, sur en fait, pour les accompagner, pour les aider à devenir plus riches. Parce qu'en fait, le droit, c'est ce qui va te permettre, on va dire, à un moment ou à un autre, à la fois de protéger tes intérêts quand tu es entrepreneur, mais aussi la partie plus optimisation de comment tu fais pour pas te faire assassiner au niveau de tes cotisations sociales ou bien de tes impôts et pour gagner encore plus d'argent. Et en fait, je trouvais ça très bizarre dans mon exercice
de n'avoir jamais eu l'opportunité d'aider des femmes. En fait, tout simplement, c'est en fait en me posant des questions, en me demandant, mais attends, mais comment ça se fait ? Moi, ça fait 10 ans que je travaille, j'aide plein d'hommes à racheter des boîtes pour quelques millions, et ensuite après, je suis proche Codir, j'aide le DG, c'est un homme, et en fait, dans le Codir, il n'y a pas de femmes, c'est que des hommes. Et voilà. Donc, en fait, c'est un peu ces interrogations qui m'ont fait me dire, pourquoi pas aider des femmes aujourd'hui en étant à mon compte. Ça a été galère les débuts parce que justement, l'entrepreneuriat au féminin, on le sait, statistiquement, il y en a moins, donc il faut trouver des clientes. Ouais. Est-ce que tu vois une évolution depuis 7 ans, c'est ça que tu fais ça ? Non, alors moi, ça fait depuis... En fait, je me suis installée en 2020, au moment du Covid. Ça fait 4. C'est ça. Et est-ce qu'il y a une évolution ? Je pense que oui, quand même. Mais tu vois... je trouve que l'entrepreneuriat féminin, c'est quelque chose d'assez récent au final. Les jeunes générations ont moins de difficultés à se lancer. Après, là où est-ce que c'est vrai qu'il y a une différence qui est très forte, c'est que typiquement, par exemple, les femmes, elles vont moins s'associer. Donc c'est un peu, moi c'est un peu ce que je remarque. Et est-ce que c'est difficile d'avoir trouvé des clients ? En fait, au final, pas trop. Parce que je pense qu'elles ont besoin qu'on les comprenne. Tu vois, les motivations sont un peu différentes quand elles décident d'entreprendre. Là où, par exemple, un homme va... Alors, effectivement, je fais beaucoup de généralités, mais en tout cas, c'est moi ce que je remarque. Là où est-ce que quand tu vas conseiller un homme, tu vas lui dire, en fait, tu vas optimiser financièrement parlant ta situation, mais il y a tel risque, et pour le coup, tu vas être moins protégé. Lui, ça va être OK pour lui. Une femme, la protection, en fait, ça passe en premier. Et donc, quitte à prendre moins de risques, préférer payer peut-être un peu plus par rapport à la situation. Donc, parce que les motivations, encore une fois, elles sont différentes. Donc, qu'est-ce que tu rencontres comme problématique dans l'entrepreneuriat féminin depuis que tu as commencé ta pratique ? C'est quoi les thèmes avec lesquels les femmes viennent en te disant « j'ai besoin d'aide sur ça » ? Ouais. Alors, un des gros sujets, c'est, tu sais, la question du statut que tu dois choisir au moment où est-ce que tu te lances. Tu vas créer une entreprise et en fait, tu sais pas trop ce que tu dois faire. Au début, je comprenais pas trop pourquoi, en fait, elle venait vraiment, pour le coup, pourquoi elle venait me voir. Et en fait, c'est en creusant, en les recevant en rendez-vous au fur et à mesure, en fait, j'ai compris qu'il y avait des sujets, on va dire, à la fois, on va dire, purement juridique, d'être bien protégée. Typiquement, qu'est-ce qui se passe si je tombe enceinte ? Donc, est-ce que j'ai des indemnités journalières comme il faudrait ? Comment je vais faire financièrement pour pas galérer ? Parce que normalement, voilà, qu'est-ce qui se passe ? C'est que normalement, moi, mon profil type, c'est des gens qui étaient auparavant salariés. Et en fait, derrière, parce qu'elles sont mamans, ou bien elles ont un projet d'enfant, elles vont vouloir changer donc de statut, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et les motivations, en fait, elles sont différentes parce qu'elles sont pas prêtes à faire, on va dire, le sacrifice d'être moins protégées, quelquefois. Donc, en général, les gens qui viennent me voir, en fait, les questions de statut sont beaucoup relatifs forcément à la question de la protection de la personne. Voilà. Et donc... c'est quelque chose dont tu parles pas mal dans les médias. Le fait que on a tendance parfois en tant que femme à pas voir assez grand. Oui. Et de choisir le premier statut qui vient, qui est l'auto-entrepreneuriat. Et dans un article du Monde, d'ailleurs, tu as dit que c'était une bombe sociale à retardement, ce statut-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et quelles sont les conséquences ? Oui. Alors, en fait, l'auto-entrepreneuriat, donc comme l'a dit Clémentine, ou bien en fait ce qu'on appelle la micro-entreprise. En fait, techniquement, donc à date aujourd'hui, quand tu te mets en micro, ça a l'air hyper facile. Donc en gros, tu te dis j'ai besoin de facturer. En gros, voilà, comment je fais ? J'ai trouvé mon premier client. Je vais vendre du jus de cerveau et je vais me mettre en tant que freelance. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu vas regarder très rapidement sur Internet. Tu vas sur le site, on va dire des URSSAF qui est dédié à l'auto-entreprise. Et en fait, en 3 secondes, tu as un numéro au SIRET. Et là, tu es content, tu peux émettre une facture. Le problème avec la micro, c'est que, oui, les cotisations sociales, en fait, que tu vas devoir verser quand tu gagnes des sous, en fait, elles vont être moins importantes. Mais qui dit cotisation moins importante, dit protection moins importante. Donc,
tu as des sujets, du coup, en fait, en termes de cotisation, ne serait-ce que pour tout ce qui est indemnité journalière, ou bien derrière, on va dire, les cotisations aussi pour la retraite. Parce que ça, c'est une réalité. Parce qu'en France, en fait, on est sur un système de répartition. Pourquoi quand tu vas chez le médecin, il y a la sécurité sociale, en fait, qui prend en charge une partie des frais. En fait, c'est financé de cette façon. Et en fait, ce système de solidarité et de répartition fait qu'aujourd'hui, quand tu tombes enceinte, justement, quand tu vas à l'hôpital, tu n'as pas besoin de payer, par exemple, 10 000 €. Et ça, c'est un vrai exemple. J'ai eu une discussion la semaine dernière avec une expatriée. Donc, une femme, elle a payé son accouchement 10 000 €. Donc, et nous, en fait, faut se dire que les charges, ça sert à quelque chose parce que on a un peu ce biais quand on est entrepreneur de se dire, en fait, ok, c'est un manque à gagner pour moi. Donc, il faut que j'arrive à optimiser de la manière la plus efficace possible. Et je vais trouver quelque chose qui va me permettre, en fait, de payer le moins de charges possible. Et sur la micro, c'est vrai, comme les cotisations sont assises sur le chiffre d'affaires que tu vas faire, tu vas essayer de faire le moins de chiffre d'affaires possible quelquefois, en te disant, c'est ok, comme ça, j'ai moins de charges qui vont sortir de ma poche. Sauf qu'à mon sens, c'est une erreur, parce qu'en fait, tu vas te limiter à la fois donc en termes de plafond, tu sais, pour gagner plus, bêtement, et faire péter peut-être, tu vois, ton chiffre d'affaires, parce que, en fait, pour redonner les montants aux auditrices et aux auditeurs, en fait, quand tu es en prestation de service, on est sur un plafond à hauteur de 77 000 €, tu vois. Donc, et là, tu as plein de femmes, parce qu'elles ont peur de la paperasse, elles ont peur d'aller voir un avocat ou bien voir un comptable, changer le statut. En fait, elles vont beaucoup se limiter et faire exprès typiquement de ne pas facturer plus d'argent en se disant tous les ans, quand elles arrivent, tu sais, au mois de novembre et décembre, de se dire, j'attends 75 000 €. C'est pas grave, je fais courir la facture, en fait, un peu plus tard. Et en fait, je la mettrai dans ma comptabilité et j'enverrai la facture au client plutôt en janvier. Comme ça, pour pas dépasser le plafond et éviter, on va dire, les embêtements administratifs, pour pas avoir, en fait, l'effort intellectuel de se dire, je vais me renseigner pour passer sur un autre statut et sans doute être mieux protégée. Et c'est sur la partie, et j'insiste sur la partie protection, que là, il y a une véritable lacune. Parce qu'en fait, il faut pas rester en micro trop longtemps. Parce que, en tout cas, à date, telles que les choses sont faites, comme les cotisations sont très faibles, en fait, tu cotises extrêmement mal pour ta retraite. C'est ça la bombe à retardement social dont tu parles. Exactement. Pour moi, ça vient de là et du fait que, après, il y a plusieurs sujets. C'est pas que lié. Quelquefois, il y a aussi la motivation pourquoi tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. Et quelquefois, je le vois auprès de certaines clientes. En réalité, elles n'ont pas le temps disponible pour se lancer dans l'entrepreneuriat de manière, on va dire, sereine. En fait, ça va être... alors, autant quand tu es salarié, peut-être que tu vas négocier un temps partiel. Et dans l'entrepreneuriat, quelquefois, moi, ce que je remarque, c'est que comme elles n'ont pas vraiment de temps disponible, c'est de l'entrepreneuriat, mais un peu, tu vois, à temps partiel aussi. Quand il y a un problème au niveau je sais pas, tu as un enfant qui tombe malade à l'école, tu es la première, en fait, sur la liste, en fait, tu es la personne à appeler. Donc, au final, tu te retrouves, en fait, à travailler, on va dire, à moitié. Alors, je dis pas, peut-être que sinon, il faut avoir un système, on va dire, d'automatisation qui te permette de vendre des choses, décorréler, on va dire, ton temps de travail, en fait, au fait de gagner de l'argent. Mais voilà, moi, je constate que quand même, il y a quelquefois, ça peut prêter un peu à confusion. Il y a eu tout un discours, même moi je l'ai eu un moment, tu vois, d'empouvoirment donc des femmes. Oui, mets-toi en micro, tu seras plus libre, tu pourras tout avoir, t'occuper des enfants. Il n'y a pas le sujet d'avoir des comptes à rendre en fait à un boss en étant salarié pour pouvoir aller partir plus tôt et chercher tes enfants en cas de problème. Mais je pense qu'en fait, c'est un peu comme un miroir aux alouettes. Donc, c'est là qu'il faut faire un peu attention. C'est une discussion, je pense, à avoir en fait avec son conjoint ou sa conjointe. Parce que, au final, il ne faut pas qu'au final, ça vienne un peu au détriment
on va dire, à la fois de manière de tes finances au final, et surtout la bombe à retardement d'être plus pauvre. Hein. Parce que si tu cotises pas, en fait, même quand tu as un micro, c'est un peu, il faut cotiser suffisamment pour valider, tu sais, ton système de trimestre. Si tu cotises pas suffisamment, qui est calqué donc du coup sur ton chiffre d'affaires, si tu ne fais pas suffisamment de chiffres, tu ne valides pas de trimestre. Donc, ce qui veut dire qu'au final, les années où est-ce que tu vas pas beaucoup travailler parce que tu es à moitié dans l'entrepreneuriat et en réalité beaucoup avec les enfants, ça va faire que du coup, tu vas pas forcément cotiser comme il faut. Tu vas partir à la retraite beaucoup plus tard. Et quelquefois, quand tu commences à vieillir, à 60, 65 ans, tu n'as peut-être plus l'énergie nécessaire pour pouvoir travailler. Ce qui fait que derrière, il y a un vrai sujet de vivre dans la précarité quand tu es une femme. Donc voilà, donc ça c'est un peu moi ce que je constate et que je me dis que ça peut être un vrai souci. Je sais qu'on vient de fêter, tu sais, les 10 ans de la micro-entreprise. Donc en fait, on n'a pas le recul encore nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toute cette génération de femmes, sauf pour celles qui ont commencé une micro-entreprise vers 50 ans, mais c'est pas la majorité, j'imagine. On ne sait pas encore sur le long terme ce que ça fera d'être resté 30 ans en régime de micro-entreprise. C'est exactement ça. Alors moi, quelquefois, j'ai aussi des clientes qui viennent me voir ou qui m'envoient carrément. En fait, elles m'envoient des messages ou des mails en m'expliquant, en fait, ça fait 10 ans que je suis en micro. Et en fait, je suis allée faire un tour sur le site de la retraite. Alors, je vous conseille vraiment aux unes aux autres, en fait, les entrepreneurs qui nous écoutent de le faire parce que c'est très intéressant justement de voir en fait ce qu'a fait le passage en fait du salariat en fait à l'entrepreneuriat sur la question de la retraite. Et en fait, j'ai reçu 1 ou 2 fois des mails de personnes en me disant « ça fait 10 ans, je suis allée regarder ». Et en fait, je me rends compte que pendant 10 ans, je n'ai pas suffisamment cotisé. Donc là, c'est quand même assez violent. Et souvent, c'était forcément très concomitant avec la maternité. Voilà. Donc, on n'a pas le recul. Mais à mon sens, alors avoir une discussion avec son conjoint et aussi derrière s'éduquer financièrement parlant. Parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, parce que c'est d'une manière générale, hein, en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas s'attendre à avoir une retraite aussi bonne qu'un salarié. On le sait. Donc, sauf que beaucoup oublient cette composante. Quand tu vas te lancer, tu vas juste voir la partie je suis extrêmement libre, je peux faire ce que je veux de mon emploi du temps, c'est moi qui décide de ce que je vais faire. Voilà. Et puis au final, si derrière tu prends pas tes dispositions, pour faire des investissements, que ce soit sur des assurances vie ou bien acheter des appartes, des biens immobiliers, la retraite peut être un problème. En fait, toi, ce que tu conseillerais, c'est plus si on a cette volonté de passer du salariat au fait d'entreprendre, c'est de voir la micro-entreprise comme un tremplin, comme une passation entre ces deux statuts pour voir un peu où on en est au début, mais ne pas rester dans ce statut-là à long terme. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ce statut, en fait, à l'origine, quand il a été créé, c'était vraiment quelque chose pour faire des sides. En fait, des projets type je suis retraitée. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir mes fins de mois parce que je suis encore en bonne santé. Et comme je suis très bricoleur ou bien j'aime bien donner des coups de main en fait à des personnes, je vais pouvoir facturer des choses. Donc, au début, le plafond, il était beaucoup plus bas. Et en fait, alors je crois que ça fait un petit moment, hein, je crois que dans les années 2015-2016, en fait, ils ont augmenté le plafond. Donc, ils ont doublé. Donc, là où est-ce que c'était 77 000 euros, les 77 000 euros dont je t'ai parlé tout à l'heure, en fait, c'était 2 fois moins. Donc, ce qui fait que les gens aujourd'hui, du coup, se disent, parce que 77 000 euros, ils ont l'impression que c'est beaucoup d'argent. Donc, sur une année, si tu fais une comparaison avec, par exemple, le salariat, même si tu enlèves, en fait, les 23% de cotisation sociale. Donc, tu vas te dire, en fait, au fond, c'est OK. Donc, je peux vivre très bien, il n'y a aucune problématique. Non. En fait, c'est très bien si tu décides à côté de prendre cet argent, de le placer et te dire
qu'est-ce que j'en fais ? Pour moi, c'est vraiment se mettre aujourd'hui en micro et ne pas, enfin même entrepreneur d'une manière générale, et ne pas, s'éduquer financièrement parlant. C'est un vrai sujet. Et sortir rapidement de la micro, parce que quelquefois, on n'a peut-être pas la volonté, on n'a pas cette éducation financière, mais à minima, sortir de ce statut pour pouvoir cotiser plus. Donc derrière, ça veut dire peut-être te mettre au réel en entrepreneur individuel. Donc là, tu vas cotiser plus, créer une société pour être en EURL ou bien en SASU. Là, parce que en SASU, tu vas être, donc pour être un peu plus technique, en gros, tu vas avoir un statut au sens de la sécurité sociale, tu vas être assimilé salarié. Donc tu vas cotiser, certes, beaucoup plus, mais on va dire, il faut le prendre comme des charges incompressibles pour pouvoir mieux cotiser pour ta retraite. Alors, on va faire un cas concret. Imagine, je suis une jeune femme, j'ai pas encore d'enfant, mais j'entreprends, je commence à avoir du succès et j'étais en micro-entreprise et je vais passer en salarié, en entrepreneur, en société. Oui. J'ai projet quand même d'avoir des enfants. Ça serait quoi la meilleure disposition pour être le mieux protégé, comme tu dis? Alors moi, quand quelqu'un vient me voir et qu'elle est dans cette situation, moi je lui conseille de se mettre en SASU. Parce que, après, à voir, parce qu'elle n'a pas encore d'enfant, mais en prenant l'hypothèse où est-ce qu'en fait, sa boîte tourne bien quand même, et elle se rémunère comme il faut. Donc, elle va se rémunérer pendant un certain temps en SASU, mais de manière très correcte. Et c'est vrai que les IJ peuvent être beaucoup plus, les indemnités journalières, quand, en gros, tu vas être en congé maternité, elles vont être beaucoup plus importantes. Tu vois, c'est, je crois, si je me trompe pas, c'est 80 € de la journée. Donc, ce qui va peut-être pas atteindre, on va dire, peut-être ton niveau de vie, parce que tu peux faire le calcul, 80 fois, on est à 2000 € et quelques, voilà, c'est ce que la sécurité sociale, en fait, va te verser, peut-être. Donc, mais qui va venir compenser, on va dire, ta perte de revenus, en tous les cas, partiellement. Mais c'est toujours mieux que dans les autres statuts. En tout cas, c'est le statut qui est le plus protecteur si tu as la volonté, en fait, de faire des enfants derrière. Voilà. Donc après, moi, je considère que c'est aussi des arbitrages à faire, parce que quelquefois, tu te dis, bon, bah voilà, moi, je suis aujourd'hui en micro, je vais changer. Quand tu annonces, en fait, les cotisations que tu dois verser, parce que tu veux te verser une rémunération en tant que présidente de ta SASU, bah, en fait, tu te dis, j'ai quand même des efforts de développement à faire, parce qu'il y a quand même du chiffre que tu vas devoir intégrer. Donc, en plus, pour pouvoir payer tes URSSAF. Donc ça, voilà. Mais après, à mon sens, c'est une manière, comme une autre, quand même, de te protéger, parce que c'est la réalité aujourd'hui, vu l'injonction très forte aussi de devenir mère. En fait, à un moment ou à un autre, si tu n'as pas d'enfant, bon, c'est peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être que ça peut être intéressant déjà d'être dans les bonnes dispositions et pas te dire, bon, bah, au final, je touche pas suffisamment parce qu'il y a une problématique de statut. En revanche, si on a déjà eu des enfants et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, là, on peut faire un choix différent. Oui, là, tu peux faire un choix différent. C'est pour ça que c'est vrai que moi, j'aime bien tes cas un peu concrets comme ça, parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on me pose aussi. Et vraiment, pour le coup, moi, ce que je conseille, c'est que, bon, tu as déjà eu tes enfants, au final, peut-être payer trop de cotisations, c'est peut-être pas super. On peut optimiser d'une meilleure façon. Peut-être qu'on peut être à la place gérant majoritaire, en fait, d'une EURL, parce que là, tu vas être travailleur non salarié au sens de la Sécu et pas assimilé salarié. Tu vas payer moins de cotisations, mais en fait, au final, tu vas moins, on va dire, cotiser. Mais au final, si l'idée, c'est de se dire, je veux me protéger pour le congé maternité et que tu ne veux pas d'enfant, c'est pas grave. Tu ne veux pas d'enfant, voilà. Soit tu ne veux plus avoir d'enfant ou tu n'as pas de projet d'en avoir du tout. Tout à fait. Là, on peut changer de statut. Mais ce que tu dis aussi beaucoup, c'est OK, on change ce statut-là et on cotise moins, donc on a moins de protection. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pense pas, et tu parlais de cette éducation financière, à l'avenir et à la retraite. Oui. Donc on investit différemment.
C'est ça. Pour pouvoir se protéger plus tard. C'est ça. Alors vraiment, pour le coup, pour moi, c'est même pas discutable. Hein. Enfin, en gros, cette histoire d'éducation financière. Parce que, en fait, de ce que je remarque, hein, c'est que souvent, les gens étaient salariés avant. Donc en fait, au final, quand tu y réfléchis, c'est un système assez paternaliste au final. Hein. C'est que en fait, ton employeur va cotiser pour toi, pour ta retraite, parce que si tu t'amuses à regarder en fait une fiche de paye avec, tu sais, ton brut, toutes les soustractions après. Voilà, toutes les soustractions, et puis en fait, tu sais, ce que doit payer ton employeur au final en termes de cotisation, tu te rends compte qu'il a fait énormément d'efforts financiers pour que derrière toi, à 64, 65 ans, quand tu prends ta retraite, en fait, au final, tu vas te retrouver quand même avec une partie des cotisations parce que tu auras suffisamment cotisé. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que tu n'as plus ton patron pour te payer? Donc, c'est-à-dire que toi, de ton côté, tu dois un peu te prendre en main. Pas un peu, hein, c'est même beaucoup, se prendre en main et de se dire, comment je fais si je change de statut et que derrière, en fait, je n'ai plus ce système paternaliste pour m'aider à cotiser et m'assurer de cette retraite. Après, tu vois, après ça, c'est lié à l'actualité. Hein. Je pense que, tu vois, typiquement, les jeunes ont bien compris qu'avec les différentes réformes de la retraite qu'il y a eu aujourd'hui, beaucoup ne comptent plus sur ce système de retraite. Et c'est pour ça que ça devient extrêmement important et même très pressant que beaucoup de femmes, tu vois, s'emparent vraiment du sujet des finances personnelles et a fortiori, surtout quand tu es entrepreneur avec un E, parce que y a des vrais sujets sur l'éducation financière qu'on n'a pas aujourd'hui en France. Et qui ont un impact. Bien sûr qu'il y a une véritable répercussion. Tu vois, que ce soit, même sans parler d'entrepreneuriat, hein, ça peut être, tu vois, ne serait-ce que négocier un salaire, ou tu vois, c'est très bête. Donc, moi, je pense que c'est ça, parce que c'est très beau l'entrepreneuriat féminin, de se dire, tu sais, c'est un peu comme si on te disait, en fait, c'est la solution à tous tes problèmes. C'est pas faux. Hein. Ouais, tu vois, c'est un peu la solution à tous tes problèmes et que en fait, tu vas continuer à gagner de l'argent tout en pouvant aller chercher tes enfants, on va dire, à 16h30. Mais quand même, tu vois, tu as un sujet de se dire, non, c'est pas aussi simple. Il y a quand même des éléments un peu à mettre en place. Et un des gros piliers, pour moi, c'est quand même l'éducation financière et aussi, parce qu'il y a s'éduquer et derrière, passer à l'action. Tu vois, acheter des biens, investir, en tout cas, investir en fait d'une manière générale. Et tu vois, c'est marrant quand tu parlais de ce système un peu patriarcal ou du salariat. Ouais. Moi, je me suis fait la réflexion, donc quand j'ai eu mes filles, il y en a une que j'ai eue en tant que salariée et les deux autres en tant que micro-entreprise et ensuite en tant que chef d'entreprise. Ouais. Et j'avais halluciné de voir que tout est plafonné pour nous les femmes. Tu vois, quand tu es chef d'entreprise et que tu gagnes bien ta vie finalement, que tu fais... Mais en fait, tu ne peux pas être indemnisé à la hauteur de ce que tu gagnes. Et j'avais été contacter des mutuelles en disant, mais vous prenez pas la différence. Ah ben non, c'est pas une maladie, madame. Et en fait, ils se renvoient tous la balle en disant, nous, on vient pas combler le congé maternité surtout. Et je dis, mais attends, mais ce serait un truc auquel les hommes sont confrontés. Jamais de la vie, il y aurait un plafond à, tu vois, 80 € par jour d'indemnité. Bien sûr. Parce qu'en fait, les femmes, elles sont aussi perdantes quand elles prennent le risque de faire un enfant en même temps qu'elles ont leur boîte. Oui. Il faut bien comprendre qu'il y a un moment, elles sont un peu perdantes. Alors, sur le long terme, c'est un choix de famille. Comme tu dis, il faut en parler en famille. Il y a des fois des conjoints qui compensent. Enfin, voilà, il y a des arrangements familiaux à faire. Ouais. Mais je veux dire, au niveau sociétal, l'entrepreneuriat est quand même très organisé de manière masculine. Oui, tout à fait. Et la maternité est un impensé dans l'entrepreneuriat où tu te heurtes à des plafonds et t'es là, mais attends, si je suis une entrepreneuse qui a vachement de succès, je fais quoi en fait? Je prends mes finances personnelles et je me verse mon salaire. En fait, tel que c'est fait aujourd'hui, c'est ce qu'on va te demander. C'est que tu dois prendre tes précautions en amont et te dire, pour compenser, parce que si ton niveau de vie requiert plus le plafond de 2 000 € dont on vient de parler, c'est que tu dois t'organiser, on va dire, financièrement. Mais c'est vrai que quand moi, j'aime bien ta réflexion parce que c'est vrai que je n'y avais jamais, tu vois, pensé d'un point de vue, on va dire, un peu patriarcal. Mais c'est vrai que tu te rends compte que c'est un appauvrissement, en fait. Mais bien sûr. Donc, ce qui veut dire que, tu vois, il y a quand même Enfin, il faut être assez logique et même de manière assez concrète, c'est que les femmes vont s'appauvrir
alors qu'elles sont entrepreneurs et que pour le coup, déjà, t'as t'as la charge émotionnelle. En plus, tu te rends compte qu'il y a une charge financière derrière parce que justement pour compenser tout ça, et qui fait que non, c'est clairement pas ça serait clairement un impensé pour un homme. Et moi, j'aime bien aussi prendre sur ce sujet, tu vois. Ce que je trouve fou aussi, c'est la réflexion que je m'étais faite dernièrement. C'est que, prenons par exemple, c'est une image que j'ai donnée une fois en fait à une cliente, et c'est vrai qu'elle avait trouvé ça assez bizarre. Tu vois, prenons 4 entrepreneuses, elles sont enceintes, elles sont dans une même pièce. Tu vois, d'un point de vue humain, elles vivent la même expérience de grossesse. Mais tu vois, bizarrement, à cause du statut, elles vont pas toucher la même chose. Elles vont devoir changer, tu sais, à un moment à un autre, en fait, leur manière de fonctionner. L'une, parce qu'elle se sera... en fait, elle aura bien pris ses dispositions. En fait, pour le coup, elle aura moins compensé financièrement parlant. Une autre, en fait, elle va se dire j'ai pas du tout choisi le bon statut et qu'il y a un vrai sujet derrière. J'ai même pas mis tout de côté. Et en fait, pour elle, ça va être la merde. Enfin, faut dire ce qui est. Et voilà, pour l'autre, peut-être que ça va être un peu entre les deux. Et au final, tu te rends compte quand même que c'est hyper étrange sur une expérience, tu vois, d'un point de vue humain, de manière assez universelle, en fait, au final, pour les femmes, de se dire pourquoi il y a cette inégalité de traitement quand tu veux devenir mère et que, au final, t'es traitée différemment d'un point de vue sociétal, encore une fois, comme tu viens de le dire. Et c'est quand même assez... moi, en tout cas, alors à la fois, ça me révolte. Et je trouve quand même, c'est vrai que c'est pas hyper logique quand on y repense. Voilà. Et c'est vrai que... en fait, quelquefois, c'est assez déprimant parce que tu te rends bien compte qu'il y a plein de choses qui sont pas faites, adaptées pour l'entrepreneuriat féminin. Mais tu vois, ça va avec ce que tu disais où on nous a vendu l'entrepreneuriat pour notre génération, comme de l'émancipation, comme cette liberté, comme cette possibilité de tout avoir, ce qui est un leurre, faut quand même se le dire. Oui. Il y a toujours un moment où tu vas faire des concessions sur quelque chose. Parce que aussi ces statuts-là n'ont pas été pensés, comme tu le dis à la base, pour pouvoir permettre aux femmes de gérer leur carrière en même temps que l'arrivée de leurs enfants. Oui. Au final, c'est pas ça le but premier, ni de l'entrepreneuriat, ni de la micro-entreprise. Oui, c'est faire de l'argent. Exactement. Enfin, c'est tout à fait. Et en fait, c'est penser de telle manière à faire de l'argent. Alors que je pense qu'avec cette vague d'entrepreneuriat féminin, nous, on l'a un peu, tu sais, remixé à notre sauce. Tu vois, en se demandant, comment on peut faire un moment à un autre. Il y a des sujets que je maîtrise pas. En plus, tu vois, c'était un impensé, tu vois, de se dire à un moment, quand même, comment concilier ce congé maternité, en plus avec le fait d'être déjà entrepreneur, ou bien d'avoir, d'être déjà à la tête d'une entreprise au final. Et donc, on fait un espèce de mix. Mais bon, ce que je trouve profondément injuste, c'est justement cette perte financière, tu vois, qui n'est pas... pour moi, c'est un non-sens. Et puis, en fait, moi, ce qui me saoule aussi, c'est que, tu sais, on appelle ça... un congé maternité, mais en fait, c'est en rien un congé, tu vois. C'est vraiment une pause dans la carrière. Exactement. Et puis surtout, quelquefois, quand tu sais... en reprise de travail chez les indépendantes et chez les solos et les entrepreneurs avec un E, en fait, elles vont travailler après avoir accouché au bout d'une semaine parce qu'en fait, justement, il y a cette problématique aussi de trésorerie. C'est un moment extrêmement dur. En plus, on te pénalise, tu vois, d'un point de vue même organismes sociaux. En fait, c'est ça le sujet. Donc, il y a vraiment un truc un peu de se dire, ouais, c'est pas ultra évident. Et encore une fois, oui, ça te montre que c'est pas l'image hyper glamour qu'on pouvait te renvoyer à un moment à un autre sur l'entrepreneuriat féminin. Et puis, il y a aussi des chefs d'entreprise qui ont
des salariés à gérer, à manager, et qui vont du coup aussi faire le choix de même pas se mettre en congé maternité, de s'arranger comme elles peuvent avec leur temps et voilà, de faire cette pause là, on va dire, parce qu'il y a cette liberté quand même quand tu es dans l'entrepreneuriat de faire ce que tu as envie, mais du coup c'est pas pour rien qu'il y a un congé de 3 mois, c'est la fatigue, c'est se remettre de cet événement, c'est prendre soin de son bébé, d'avoir créé ce lien, et c'est vrai que tout est mélangé dans les sphères entre la maternité et l'entrepreneuriat, et c'est pas évident parce que j'ai la sensation que tu vois qu'on est cette génération qui avons un peu essuyé les pots cassés et qui essayons de trouver notre sauce, comme tu dis, de remixer, et que c'est pas encore très clair, très bien défini, ni par la loi, ni par la société. Alors moi j'ai vu passer quelque chose là, tu vois, dernièrement. En gros, ils vont revoir là, je crois, à partir du 1er juin. En fait, ils vont augmenter les cotisations sur une partie des gens qui étaient en micro-entreprise. Tu vois, sur un certain nombre de métiers. Tu vois, en fonction de la caisse de retraite. En gros, c'est les micro-entrepreneurs qui ne sont pas affiliés à la CIPAV. Donc, en gros, voilà, faut voir. Hein. Donc, est-ce que ça vous concerne ou pas? Donc, vous regarderez. Ils vont augmenter, en fait, le pourcentage de cotisation. À mon sens, en fait, c'est pour aussi, tu vois, mieux protéger ça. Et puis, en fait, chez les juristes, en fait, comme ça fait 10 ans que ça existe, en fait, la micro, il y a aussi un truc de se dire, ils aiment bien un peu se faire des espèces d'études. Avoir du recul. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que, en fait, en gros, la micro, c'est juste, en fait, c'est un régime d'entrepreneuriat micro-social et micro-fiscal. Micro-social dans le sens où est-ce que tu vas moins cotiser. Mais au final, bon, en fait, un peu pour voir ce qui peut se passer à nouveau et modifier un certain nombre de choses, parce que d'un point de vue sociétal, il se passe des choses et c'est pas, en fait, ça fait aussi partie de l'ubérisation en fait du travail, parce que tu es un peu dispo quand tu veux. De par tes enfants, dispo quand tu veux parce que tu es freelance et que tu vas vendre, je sais pas, 3 jours par semaine. Voilà, parce qu'en fait, quand moi je parle d'ubérisation, je parle pas, tu vois, du mec qui fait du Deliveroo. En fait, cette ubérisation, on la voit aussi chez les freelances, beaucoup les femmes. Et oui, et là, en fait, où est-ce qu'il y a un vrai sujet, c'est la précarisation. C'est ça dont il faut être vigilant. Oui, tout à fait. Par rapport à l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Que ça ne devienne pas une précarisation des femmes sur le long terme. Tout à fait. Et qu'on n'ait pas vu voir venir cette vague qu'on va prendre un peu de pleine face. Oui, exactement. Il y a un autre sujet aussi, et c'est pas forcément que de l'entrepreneuriat, mais pour vous, les avocates, les métiers en libéral, vous êtes confrontés à la même chose finalement, ou c'est encore des statuts bien particuliers qui sont mieux protégés? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, parce qu'on a beaucoup parlé de la retraite, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu sais, c'était le sujet là, au moment de la réforme, est-ce qu'il faut uniformiser les régimes? Nous, aujourd'hui, sur les avocats, non, globalement, t'es pas non plus ultra bien protégé. C'est pour ça que d'une manière générale, à partir du moment où est-ce qu'en fait tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, ce qu'il faut, c'est prendre tes dispositions à titre personnel et derrière faire tes investissements pour t'assurer à un moment ou à un autre, en fait, de pouvoir vivre comme il faut au moment vers 65 ans. Et oui. Et est-ce qu'il y a une différence? En revanche, oui. Alors, nous, c'est encore un autre sujet. Mais en fait, pour moi, c'est encore un autre sujet. Si tu vois, les disparités de revenus, tu vois, ça, c'est aussi encore un autre problème. Voilà, pas forcément... Alors, qui est aussi lié à la maternité, hein, parce que, on est aussi pénalisé parce que, d'une certaine manière, on va se mettre à notre compte. Les enfants, en fait, ça prend du temps. D'une manière générale. Ah bon. Oui, et en fait, il faut être sûr de pouvoir en fait avoir le temps de te dédier à ton activité. Enfin, tu vois, je suis vraiment beaucoup revenue sur le truc de l'entrepreneuriat. C'est un truc un peu d'empouvoirment. Tu peux vraiment tout faire. Si quelquefois c'est pas viable, que ce soit en termes d'organisation personnelle, avec ce qui se passe chez toi.
ou bien c'est trop dur d'un point de vue, parce que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat aussi. Déjà. Parce que si ça te met dans une situation de stress, ou par exemple, ça ne te dit rien de t'éduquer d'un point de vue financier, parce que en fait, c'est la panacée pour toi. En fait, c'est OK. Mais il ne faut pas te dire à tout prix, en fait, comme tu as tous tes copains, toutes tes amies à peu près de ton âge, en fait, tout le monde se lance un peu dedans de cette façon. En fait, avoir un job de salarié, c'est pas mal. Parce qu'en fait, tu as le droit du travail qui est là, en fait, pour te protéger. T'as pas à négocier les prix, tu vois, avec tes clients. On cotise pour toi avec le système paternaliste dont on vient de parler. Et en fait, c'est tout aussi bien. Il n'y a pas de sujet de... Donc, il y a cette volonté... C'est pas voilà, c'est un peu un miroir aux alouettes, encore une fois. Mais je pense qu'il y a d'autres considérations à prendre derrière. Et de se dire, en fait, est-ce que je suis vraiment faite ? Est-ce que je suis prête aussi potentiellement à faire ces sacrifices ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début, si c'est concomitant, par exemple, avec la maternité, à mon sens, il faut aussi accepter que potentiellement, tu vas faire moins de chiffres. Ça, c'est, moi, tu vois, typiquement, à titre personnel, en fait, je pense avoir vécu un mini burn-out un peu comme ça parce que je pensais pouvoir... Tout gérer. Voilà, tout gérer. Et en fait... je me suis rendu compte qu'à un moment que je commençais à me rendre malade parce qu'en fait, je n'atteignais pas mes objectifs à cause typiquement d'un enfant qui n'a pas dormi pendant 11 mois. Donc, quand tu ne dors pas, tu ne peux pas être efficace. Donc, il y avait... Et en fait, j'étais trop dans cette injonction, peut-être, tu vois, de se dire, en fait, c'est pas grave, tu peux tout faire, voilà, même s'il dort pas, donc comment ça se fait que tu n'as pas réussi, en fait, à atteindre ces objectifs et tout. Et c'était extrêmement dur à vivre. Et aujourd'hui, en fait, je suis plutôt sur un... Je pense qu'il faut être beaucoup plus bienveillant envers soi, tu vois, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, et te dire, potentiellement, c'est vrai, je peux faire moins de chiffres. Mais là où est-ce qu'il ne faut pas que ça devienne... Il y a une limite, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne, on va dire, trop récurrent un peu dans le temps, parce qu'en réalité, tu as un mi-temps dans l'entrepreneuriat et que tu cotises pas suffisamment, etc., pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Il y a beaucoup de considérations en fait à prendre en compte avant de se lancer. Oui. Et il faut aussi dire, les études, elles ont montré que malheureusement, un des effets pervers de l'entrepreneuriat et de la micro-entreprise, donc déjà sur le plan financier, mais aussi sur la répartition des tâches ménagères, est très défavorable aux femmes, puisque du coup, elles télétravaillent, elles sont depuis la maison, et elles vont faire beaucoup plus de tâches ménagères, de tâches liées à la maison, à la charge éducationnelle, de la santé aussi des enfants, au détriment de leur entreprise. Donc en fait, tout est déséquilibré à leur insu, en fait. Ouais. Oui. Enfin, moi, Tu vois, il n'y a pas que l'aspect financier. C'est non. Plus pervers que ça, en fait. En fait, c'est beaucoup plus subtil. Et surtout, parce qu'en fait, tu vois, ce qui est hyper étrange, c'est que tu peux te dire, attends, on est en 2024, il y a quand même pseudo-égalité. Pourquoi je devrais demander à mon mec, si c'est possible, que je me lance ? Tu vois, en fait, moi, je me disais, attends, non, c'est pas du tout une décision qu'on doit prendre à deux. Mais en fait, comme de manière naturelle, ce qui requiert le soin incombe souvent dans un couple hétérosexuel, en fait, à la femme, en fait, si, tu es obligé d'avoir cette discussion avec ton +1 pour savoir qu'est-ce qui va se passer, si derrière je me lance ou je suis déjà lancée, j'ai un projet d'enfant avec toi, mais comment ça va être possible parce que déjà je travaille 50-55 heures pour ma boîte. Enfin, il y a un moment à un autre, il y a quand même cette discussion qu'on doit avoir parce que comme on est dans c'est vraiment lié à la société hétéronormée et qui fait que, en fait, comme le soin, il incombe à la femme, t'as pas le choix à un moment ou à un autre. Si toi, tu veux te désinvestir, entre guillemets, de cette partie soin pour te dédier à ton activité professionnelle, voilà, faut quand même un peu... faut que le partenaire il comble, parce que les enfants ils vont pas s'occuper de ça. Voilà, exactement, surtout quand ils sont tout petits et qu'ils sont... Donc ça doit être une discussion à deux. Parce que c'est là où le temps que tu impartis à ton entreprise, que tu vas pas dédier à tes enfants, faut bien c'est ça. Que le deuxième parent
prennent le relais. C'est ça, tu vois, et c'est pour ça que c'est drôle, mais c'est drôle, enfin oui et non, c'est que tu te rends compte aussi que ça change. Tu m'aurais peut-être interrogée il y a 2 ans, tu vois, j'aurais été très extrême en me disant non mais attends, il n'y a aucune raison, mais en fait non, c'est beaucoup plus subtil, et que en fait, et c'est aussi, tu vois, en voyant les femmes à moi en tant que qui venaient me voir en fait sur la question juridique du choix de statut, hein, et je me rendais compte parce qu'en fait très vite je leur pose des questions du style voilà, comment vous gagnez des sous, ok, combien de chiffre d'affaires vous faites, parce que tu sais, tu as l'histoire du plafond, et donc après, je pose des questions de plus en plus intimes, du style, en fait, combien d'argent vous faites, c'est quoi votre chiffre d'affaires, combien de jours vous travaillez, et là, je me rends compte, en fait, au fur et à mesure que certaines ne travailleraient peut-être pas autant qu'il faudrait pour qu'il y ait un bon système de protection, ou bien d'être purement et vraiment dédié, on va dire, à l'entrepreneuriat. Après, je peux comprendre qu'il y ait des choix personnels, mais il faut que ton choix soit éclairé. Exactement. C'est des phases de vie. Si tu sais que tu te mets en pause pendant ce temps-là et qu'après, tu pourras dédier du temps à ton entreprise et que c'est 2, 3, 4 ans, peu importe combien c'est, mais que, comme je te disais, c'est une phase transitoire. C'est ça que tu trouves qui est très important à avoir en tête. C'est ça. Ça ne doit pas rester de cette manière-là. Oui, ça ne doit pas rester de cette manière-là, parce que sauf si t'as pris vraiment alors soit t'as de l'argent en fait chez toi, et qu'en fait il faut, moi c'est vraiment la sécurité financière, tu vois, enfin vraiment si je dois mettre sur l'entrepreneuriat féminin, pour avoir maintenant des clients depuis un petit moment et avoir un cabinet qui est axé entrepreneuriat féminin, pour moi c'est vraiment la sécurité financière. Et le problème, c'est que j'ai plein de clientes, tu vois, qui viennent me voir, et en fait cette question de sécurité financière, elle est toujours un peu palpable. C'est vraiment la question, tu vois, comment on fait, que ce soit à cause du régime matrimonial, ok, je me marie, ou et après, tu vois, tu te retrouves à traiter aussi des questions. Ouais, mais tu comprends, moi avec mon mari, ou bien avec mon mec, je suis à 50-50, alors que là, je viens de me lancer dans l'entrepreneuriat. Enfin, tu vois, c'est des choses quand même ultra... intime. C'est de la sphère intime, non, c'est sûr. C'est de la sphère intime, et quelquefois, je me sens un peu démunie, moi, dans mon exercice, en fait, de la profession. Ce n'est pas mon travail. Mais c'est pas ton champ de compétences. Voilà. Mais ça rentre en compte. Exactement. Ce qui fait que je pense que quand même, il y a un vrai sujet de se dire, bon, il faut quand même en parler. Et en fait, c'est comme un contrat. Tu vois, tu dois le dealer avec ton mari, parce que, en fait, la réalité, c'est que tu vas te lancer dans un projet qui va te prendre du temps. Moi, à quel moment tu te dis que l'entrepreneuriat, ça ne va pas te prendre du temps ? C'est impossible. Ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable. Et puis, en fait, si on doit le comparer au salariat, quelquefois, le salariat, c'est tu fermes la porte de ton employeur, tu déposes, tu sais, ta charge professionnelle et mentale, en fait, chez ton employeur. Quand tu es entrepreneur, ça ne se passe pas comme ça. Le week-end... ça serait bien. Oui. Voilà, ça serait trop bien quand même, hein, Clémentine. Mais non, en fait, ce qui se passe, c'est que tu continues souvent à cogiter sur ce qui va se passer. En fait, le week-end, t'es là sans être là, parce qu'en fait, t'as envie de noter sur un bout de papier, en fait, des idées que t'as. Voilà. Et en fait, t'es tout le temps dans cette espèce de rôle, en fait, comment faire pour développer ta clientèle, faire plus de business. Donc, il y a un vrai sujet quand même. Et puis, quelquefois, c'est des impondérables. Je peux prendre mon exemple. Moi, je suis indépendante, mais une des manières aussi, c'est de faire du networking, tu vois, de trouver des clients. Donc, le soir, par exemple, moi, mes enfants sont un peu plus grands. Ils ont 7 et 5 ans, mais ça peut être un sujet, tu vois. Comment faire pour garder... Oui, ils ne gardent pas tout seuls encore. Voilà, on n'y est pas, là. Voilà, on n'y est pas encore. Non, je ne suis pas encore une mère indigne, tu vois, de se dire... oui, enfin... Non, mais il y a un âge où on peut, faut le dire. C'est pas être une mère indigne que les enfants se gardent tout seuls. Ouais. Des fois, on peut. C'est ça. Oui, il y a quand même un âge. Oui, mais c'est intéressant parce que ce que tu viens de dire, parce que est-ce qu'ils peuvent se garder tout seuls ? J'ai aussi eu des exemples dans mon entourage de femmes, par exemple, des avocates, donc qui sont aussi des indépendantes, des entrepreneurs. En fait, je pense qu'elles dédiaient énormément de leur temps quand leurs enfants étaient petits. Aujourd'hui, ils sont un peu plus grands, donc c'est des consoeurs qui sont un peu plus âgés. Et en fait, maintenant, leur cabinet va extrêmement bien. Ah bah oui. Parce qu'en fait, tu vois, elles ont même acheté des locaux. Elles sont déchargées de ça. Voilà, parce qu'elles sont déchargées de ça. Parce que le piège, c'est de se dire que tu n'auras pas besoin, en fait, que tu vas pouvoir tout mener de front. Et ça, je pense que c'est extrêmement dur, parce que si tu te retrouves dans un espèce de
tu sais, t'es en mode survie. Tu vois, le mode survie qui est hyper violent parce que ton enfant ne pleure pas, il veut pas dormir et en fait, ou sinon le soir, toutes les nuits, ça le fait pas, il faut 2 heures pour l'endormir. Et en fait, le lendemain, tu dois être au taquet parce que t'as une audience où tu dois rappeler un super client pour conclure un gros deal. Enfin, tu vois, c'est quand même extrêmement difficile. Enfin, je pense que c'est des choses aussi à prendre en compte. Et mais de savoir qu'un jour ça peut passer. Exactement. C'est ça. Toi, tu vois tes consoeurs plus âgés, tu dis bon. Oui, tout à fait. Et là où est-ce que je trouve difficile, et c'est pour ça que je voulais aussi te le dire, parce que en fait, comme nous, on est un métier un peu corporatiste, on connaît énormément d'avocats, donc qui est une catégorie d'entrepreneurs un peu à part, mais en fait, c'est une profession libérale. Et c'est vrai que le problème, c'est que tu vois, typiquement les freelances qui se lancent aujourd'hui, elles n'ont pas trop de modèles. Tu vois, il y a aussi une problématique de modèle, de rôle modèle, de rôle modèle, de bon bah qu'est-ce qui va se passer pour moi ok, je me suis lancée un moment, c'était horrible parce que j'avais mes enfants en bas âge à gérer. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, tu sais, souvent, quand tu as des copines qui ont des enfants, tu leur dis souvent, bon, je sais que c'est dur en ce moment, mais tu vois, ça va passer. Et en fait, pour l'entrepreneuriat, quand tes enfants ils sont petits, je t'assure qu'aussi ça peut passer derrière. Ouais, c'est sûr. Donc en fait, c'est aussi de se dire comment faire aussi pour concilier les deux. Mais je pense que oui, comme l'entrepreneuriat féminin est extrêmement, on va dire, récent, la question du rôle modèle se pose. Donc, est-ce que, et puis tu sais, d'une manière plus générale, le modèle en fait de l'entrepreneuriat, tu vois, c'est l'entrepreneuriat d'un homme en fait qui a pas besoin, il a 0 charge mentale en fait. Au niveau des chiffres, en fait, c'est la croissance extrême depuis toujours parce qu'en fait, chez lui, il y a quelqu'un pour tout gérer. Non, enfin ça c'est pas notre rôle modèle à nous. Voilà, c'est pas notre rôle modèle à nous, mais du coup c'est un peu plus difficile pour nous parce qu'on doit un peu faire comme pour la débrouille. Voilà, laisser la débrouille, un peu à notre sauce, le mix, comment on peut faire. Oui, et puis et encore une fois, si vous nous écoutez, pour moi c'est vraiment la question de la sécurité financière parce que il y a aussi ce biais un peu bizarre. Hein. Tu sais, souvent moi j'ai des femmes qui viennent me voir. En fait, elles ont l'impression que quand tu te mets dans l'entrepreneuriat, il n'y a rien qui peut les protéger. Mais vraiment, mais genre rien du tout. Rien du tout, Elles vont y aller à poil et c'est pas grave. Exactement, c'est pas grave, on y va parce qu'en fait, dans ton entourage, t'as tellement de gens qui t'ont dit, ils sont en général tous salariés ou bien fonctionnaires, mais pourquoi tu fais ça? C'est tellement risqué, voilà. Mais en fait, comme quelquefois, t'as tellement envie de faire ce truc et comme tu t'es pas renseigné en amont, t'as l'impression qu'en fait, il y a 0 droit. Je sais plus, j'en discutais avec, pareil, là, il y a 2 semaines. Il y a une entrepreneure que, voilà, en discutant avec elle, elle était convaincue qu'elle n'avait pas le droit de congé maternité. Non, bien sûr qu'il y en a un, certes pas aussi élevé que si tu étais salarié, mais il en existe bien un. Tu vois, c'est pas tout ou rien. Voilà, c'est pas tout ou rien, c'est beaucoup plus subtil. Et clairement, faut aller voir des avocats ou des comptables ou en fait d'autres professionnels qui s'y connaissent justement pour se saisir de ces questions parce que sinon tu ne peux pas savoir. Tu restes dans un espèce de truc un peu flou. Et moi, je trouve qu'en fait, vraiment pour le coup, pour les femmes, c'est extrêmement important parce qu'en fait, on est moins riche. Oui, on a statistiquement, on est moins riche, on a moins d'argent. Donc en fait, c'est pas forcément hyper intuitif d'aller voir en fait un avocat parce que c'est cher. Mais en fait, comme on a moins d'argent et en fait, on peut moins se permettre de le perdre. Et en fait, c'est un investissement utile sur le long terme. Exactement. Qu'on omet de faire au début parce qu'on se dit ça va être trop d'argent, j'ai pas la possibilité de le consacrer à la structuration et la protection. Oui, tout à fait. Alors que, et pour moi, c'est une erreur. Parce qu'en fait, il faut que alors ça, c'est d'une manière générale, c'est pas que lié aux femmes, hein, mais tu vois, les stats, c'est quand un entrepreneur en France aujourd'hui crée sa boîte pendant 2 ans, c'est 60% d'entrepreneurs qui vont pas voir en fait un professionnel du droit ou du chiffre. J'en fais partie. Sauf le comptable, hein, parce que t'as pas le choix. Ouais, parce que oui, le comptable, t'as pas le choix, mais tu vois. Mais ça m'a pris 3 ans. Ouais, mais tu vas pas te renseigner, tu vois. Enfin, en fait, alors que 60%, bon ça va, je me sens moins seule quand même. Ouais, et puis en fait, et puis quelquefois, tu sais, moi je me suis rendu compte aussi, parce que comme je fais énormément de com sur les réseaux sociaux et voilà, j'ai aussi un podcast, tu vois, mais à mon échelle, pas comme celui de la maîtresse comme Clémentine, évidemment. En fait, tu te rends compte que en fait, les gens sont quand même intéressés par leurs droits au final. Parce que, mais
c'est jusqu'à présent, il y avait plein de gens, en fait, les gens, ça ne les intéresse pas de traiter, tu sais, de l'entrepreneuriat féminin. Parce que il y a un aspect un peu comme ça, où est-ce que, tu sais, je dis pas que je suis précurseur, parce que c'est pas forcément le cas, mais tu te rends compte que quand même, je pars du principe que quand les gens se posent des questions, c'est que quelque part, il y a quand même un vrai besoin, tu vois. Parce que, et encore une fois, comme c'est quelque chose d'extrêmement récent, en fait, rien n'est pensé pour les femmes. Enfin, il y a aussi un truc un peu comme ça. Je crois que quand on devient entrepreneur, on s'en rend vite compte. On se dit, ah ok, d'accord. Ouais, c'est quand même ultra... Ouais, au fur et à mesure, tu dis, ok, ah ouais, d'accord. c'est quand même ultra violent. Oui, c'est pour ça que, d'une certaine manière... Alors, c'est vrai, ça va vous rajouter de la charge mentale, parce qu'effectivement, se dire à un moment ou à un autre, je pousse la porte d'un avocat, ça veut dire qu'il faut que j'ai cette démarche, en fait, de le faire. C'est une charge mentale en plus. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça coûte de l'argent, mais au final, tu vois, moi je dis toujours, en fait, dans les faits, à chaque fois que j'ai reçu quelqu'un, tu vois, en consultation pendant 1 heure, 1h30, en ressortant, certes, il n'y a rien de palpable, mais moi, en fait, tous mes clientes, en tous les cas, elles étaient ultra contentes parce que elles étaient là, oh, mais j'ai appris plein de choses, je suis extrêmement heureuse parce qu'en fait, j'avais jamais vu d'avocat. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est important pour nous de nous protéger en tant que femmes. Voilà, la sécurité financière, parce qu'il y a tellement d'incidences, parce qu'il ne faut pas s'appauvrir. Il ne faut pas devenir entrepreneur pour s'appauvrir. Non, c'est pas le but. Non, c'est pas le but, mais malheureusement, c'est la réalité parfois. Beaucoup. Je pense que c'est... Alors, tu vois, encore une fois, on n'a pas le recul parce que c'est récent. Mais oui, il faut y faire attention. Voilà, et surtout qu'on vit plus longtemps, quoi. Enfin, tu vois, quand même, il y a un moment, oui. Alors, j'ai une dernière question. Tu l'as très rapidement évoqué tout à l'heure. Là, on a beaucoup parlé de quand on est en couple, donc c'est vrai que c'était très orienté sur les couples plutôt hétérosexuels dans les disparités. Ouais. Mais si on se marie et qu'on a une entreprise, à quoi on doit faire attention ? Est-ce que le régime matrimonial a une importance ? Voilà, ouais. Alors ça, c'est c'est la dernière question, mais c'est jackpot. Ouais, c'est vraiment. Mais en plus, c'est super important comme question, en fait, Clémentine. En fait, tu vois, ce qu'on nous vend, encore une fois, le couple, enfin, tu vois, le couple hétéronormé. En fait, c'est l'amour, tu vois. L'amour, en fait... dépasse tout. Dépasse les galères. Les galères. En fait, ce qui est à toi est à moi. Enfin, tu vois, c'est toutes ces choses un peu. On a tous été biberonnés par des comédies romantiques, évidemment. Oui, il y a un vrai sujet parce que, typiquement... aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as pas les gens, lorsqu'ils veulent se marier, ils n'ont pas le réflexe d'aller voir un notaire. De la même façon, tu vois, qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller voir un avocat quand ils créent une entreprise. Et il y a des vrais sujets, parce que si, typiquement, je vais te donner un exemple, tu te maries, par exemple, tu fais pas de contrat de mariage, tu es en communauté légale. Derrière, tu crées ton entreprise sans changer de régime matrimonial. Ensuite, tu divorces. Là, la valeur de la moitié de la boîte revient à ton conjoint. Donc, parce que tu es sous le régime de la communauté. Donc, oui, il y a un vrai sujet. Et c'est, moi, c'est dans mon exercice, j'ai déjà vu des sujets un peu comme ça. Et c'est pas hyper sympa parce que tu vas découvrir, on va dire, derrière qu'au final, il y a la moitié de la valeur de ta boîte. Admettons qu'elle vaut, je sais pas, 500 000. Tu demandes le divorce, il faut que tu rendes 250 000 € en fait à ton ex mari. Oui, c'est un fait. Donc ça, on peut le changer. Sachez qu'on peut aussi le changer parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est aujourd'hui marié sous le régime de la communauté, parce qu'en fait, si on a des auditrices en fait qui sont mariées sous le régime de la communauté, qui paniquent. En fait, il y a rien d'inéluctable. Il faut aller voir un notaire et se renseigner comment on peut faire. Pour liquider la communauté. Et en fait, là, on peut repartir sur une base de « j'ai fait un contrat de mariage ». Parce que tu vois, en gros, le schéma qu'on a souvent, c'est si tu rencontres ton conjoint tôt, tu te maries vers 25-26 ans, mais tu n'as peut-être pas un projet d'entrepreneuriat d'abord. Donc, en fait, c'est rarement concomitant, on va dire. Ensuite, tu ne te poses pas forcément la question et tu te dis « Ah, j'ai ce super projet, 7 ans après, tu vois, tu as 35 ans, un peu moins de 35 ans. » Tu ne vas pas forcément te poser la question. Mais bon,
en fait, au final, oui, il y a un vrai sujet et c'est pour ça que, encore une fois, ne pas aller voir un professionnel du droit pour monter sa boîte, parce que je sais qu'il y a plein de solutions aujourd'hui qui te permettent de créer assez facilement, on va dire, hein. Mais il faut quand même se renseigner parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et je pense que le sujet, c'est que, tu sais, tu as une vision hyper romantique donc du couple. Voilà, non, pourquoi tu veux faire un contrat de mariage j'ai l'impression qu'en fait, tu ne m'aimes pas, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est aussi une façon aussi de se dire, bon, je me renseigne, parce qu'en fait, tu peux très bien prendre rendez-vous chez le notaire, derrière, rien signer. Mais au moins, tu seras prévenu et tu comprendras en fait les implications en cas de divorce, par exemple, et le coupler en fait avec ton l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, si ta boîte, elle vaut extrêmement cher ou qu'elle marche très, très bien, bon, tu as quand même un sujet de dire est-ce que c'est OK ou pas. Et par ailleurs, pour revenir sur ça, tu parlais donc des femmes entrepreneurs. Par défaut, beaucoup de chefs d'entreprise, donc là, des hommes, souvent comme ils sont déjà chefs d'entreprise, en revanche, ils te font bien comprendre, avant de se marier, qu'il faut passer chez le notaire pour se mettre en séparation de biens. Ils ont déjà cette éducation autour de ça. Exactement. Donc souvent, parce qu'en fait, chez les hommes, faire appel à un avocat, c'est beaucoup plus naturel, un avocat ou bien même le notaire, tu sais, de famille qui va te conseiller, parce que l'idée, c'est de préserver un peu le patrimoine, donc à la fois professionnel, donc ta boîte, mais également et de la famille. Voilà, perso. Il y a une histoire en fait de transmission qui se crée et qui est pas, alors que nous les femmes, quand j'en parle, à chaque fois, personne n'est au courant. C'est en mode tout ce qui est à toi est à moi. Voilà, exactement. Tu vois, la question de tout ce qui est patrimonial, en fait, encore une fois, c'est que c'est beaucoup de biais un peu comme ça. Tu vas pas toucher à l'argent. Souvent, les femmes, elles vont pas faire les déclarations de revenus. Tu vois, s'il faut vendre un bien, en fait, c'est toujours l'homme qui va aller gérer, en fait, gérer en fait un peu le patrimoine. Et c'est aussi lié un peu à ça. Donc, et en gros, c'est pour ça qu'on va retomber sur nos pattes, mais en gros, ça fait partie de l'éducation financière. Donc, la question du régime matrimonial, faut l'attraire en fait à cette question d'éducation financière. C'est pour ça que si vous n'en avez pas et que vous êtes entrepreneur ou vous comptez vous lancer, oui, faut trouver un moyen, renseignez-vous sur ce qui peut se passer en cas de décès parce que c'est là aussi qu'on liquide la communauté, donc voilà, ou en cas de divorce, parce qu'en fait, c'est ultra important. Et dernière question, si on est en micro-entreprise, ça joue aussi ou ça n'a rien à voir là pour le coup? Oui, bien sûr que donc ça c'est joue. la même chose. C'est la même chose. La moitié appartient tout au mari ou à la femme. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, tu te retrouves en fait, c'est ce qu'on appelle en fait, tu es entrepreneur individuel. Donc en gros, c'est un peu comme t'as ton patrimoine en fait au final. Là, il y a aucune différence. C'est vraiment voilà. Donc la question du régime matrimonial. Il faut être ultra vigilant dessus et aller voir des professionnels du droit. Voilà. Merci beaucoup Estelle, j'ai l'impression qu'on a abordé quand même un large panel de sujets. Oui, alors beaucoup de sujets, hein, mais moi en tout cas, oui, pour moi c'est très important parce que c'est, encore une fois, c'est votre sécurité financière qui est en jeu. Donc il ne faut pas hésiter à aller consulter des pros. Merci à toi. De rien. Je suis ravie de t'avoir reçu. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.